Les frettes, ce sont une barrette métallique posée sur le manche, ont été ajoutées progressivement. La forme globale de l'instrument a évolué. Une rosace, donc c'est tout que l'on peut voir au milieu de la photo de droite, a été ajoutée pour donner à l'instrument plus de résonance, le son puisse mieux s'exprimer. Et on a doublé aussi certaines cordes, ce qu'on appelle aussi des chœurs, ou paires de cordes, c'est-à-dire que chaque note est doublée par son octave, ça donne beaucoup plus d'ampleur à l'instrument. Et donc, tout ça a contribué à donner naissance à un instrument que l'on appelle le luth, ici à droite. Progressivement, nous sommes passés à la guitare Renaissance, donc au XVIe siècle, qui, elle aussi, comportait des paires de cordes, chœurs, donc il y a 4 chœurs, ou alors ici à gauche, ou quelquefois 3 chœurs plus une corde simple, comme on peut le voir ici à droite. Et la guitare commence à prendre la forme qu'on lui connaît aujourd'hui. Au XVIIe siècle émergea la guitare baroque, donc grosso modo le même instrument, simplement un 5e chœur a été ajouté, des fois 4 chœurs et une paire et une corde simple. Et puis nous sommes passés progressivement aux guitares à 6 cordes, comme en 1680, le luthier Antonio Stradivarius réalise la première guitare à 6 paires de cordes, et progressivement nous sommes passés aux guitares à 6 cordes simples. Donc la plus ancienne qu'on connaît aujourd'hui, guitare à 6 cordes simples, c'est celle du luthier Gaetano Vinaccia, et elle date de 1779. Au XIXe siècle, dans les années 1830, énormément d'évolutions aussi, notamment par le luthier Georges-Louis Panormo, qui a augmenté le nombre de cases de l'instrument, ce qui fait que l'instrument pouvait aller davantage dans les basses et aussi dans les aigus, donc ce qui a permis d'enrichir toute la palette sonore de la guitare à l'époque. Et puis, dans les années 1850, Antonio de Torres, qu'on considère aujourd'hui comme le père de la guitare classique moderne, a commencé son activité de luthier. Et donc, on le considère... pourquoi est-ce qu'on le considère comme le père de la guitare classique moderne? Car depuis ses créations et ses innovations, la guitare classique, qu'on appelle aussi aujourd'hui guitare espagnole, a gardé sa forme globale en fait qu'on lui connaît aujourd'hui, avec ses dimensions, ses proportions, ce que nous pouvons voir dans la diapositive suivante. Lui a augmenté déjà la taille de l'instrument. Il a utilisé de nouvelles essences de bois, d'autres matériaux pour fixer les cordes, pour le chevalet. Il a approfondi la caisse de résonance de la guitare. Il a continué le travail de Louis Panormo et des autres luthiers. Et lui aussi a augmenté le nombre de cases de l'instrument, ce qui a enrichi encore plus la projection sonore de l'instrument et son timbre, en fait, son timbre et sa capacité à aller dans les aigus. Il a aussi innové avec un nouveau système de barrage. Donc, ici, on peut voir un barrage à droite qui a été inventé par Antonio de Torres. C'est à l'époque un barrage révolutionnaire parce que il englobe en fait toute la table de l'instrument. C'est une disposition qui n'existait pas jusqu'alors. Et en fait, un barrage, c'est toutes les pièces de bois que nous voyons qui sont fixées sur la table de la guitare pour éviter au bois de s'affaisser, pour maintenir le bois son état naturel. Voilà. Donc, ces guitares ont connu un large succès et ont permis d'être diffusées à l'échelle internationale, notamment grâce à Francisco Tárrega, qui jouait sur un modèle Antonio de Torres et qui a été l'un des premiers guitaristes à s'intéresser à ces instruments. Et donc, Francisco Tárrega est le guitariste le plus important de la période romantique, donc deuxième moitié du XIXe siècle. Il a grandement développé la guitare par sa technique, aussi par son répertoire. Il en a fait un instrument virtuose. Et pour vous montrer un peu les caractéristiques de son style et la sonorité de la guitare acoustique, je vais vous interpréter la grande valse de Francisco Tárrega.
Nous allons maintenant voir toutes les innovations qui sont déroulées après Antonio Torres. Donc, nous sommes fin du 19e siècle. Il faut savoir que jusqu'à présent, la guitare c'était un instrument à cordes plat, comme la guitare que vous venez d'entendre. Et fin du 19e siècle, dans les années 1890, précis, le luthier Orville Gibson en fait s'est inspiré des techniques de lutherie du violon. Et ça a progressivement donné naissance à la guitare à cordes bondées. Comme un violon, un alto, un violoncelle, une contrebasse, on se rend compte que la surface de cet instrument est caractérisée par une onde. En fait, c'est ce qu'on a appelé les instruments de type arc-top, une forme en arc. Voilà. Donc en 1898, il a appliqué ce principe-là à une mandoline napolitaine, car il était luthier et joueur de mandoline napolitaine. Et en 1903, il a appliqué ce principe-là à une guitare acoustique, donc baptisée la Gibson Style 0. Fait assez important, cette guitare comporte aussi des cordes en acier, au détriment des cordes en boyau et des cordes en nylon qui étaient jusqu'à présent utilisées. Donc les cordes en acier ont été commencées à être posées sur les guitares à cette même époque, fin du 19e siècle, notamment par le luthier, la firme de guitare Martin. Et donc la guitare folk est née dans cette même période-là. Ce type de guitare sera énormément utilisé par les joueurs de blues acoustique du début du XXe siècle. Et donc ça procure un son beaucoup plus métallique, un son beaucoup plus incisif, beaucoup plus aigu, et aussi beaucoup moins rond. Et cette nouvelle forme de table bondée procure un son nettement plus puissant que sur le guitare à cordes plats. Ensuite, en 1983, il y a eu la Contreras Carlevaro, donc un partenariat entre le luthier Manuel Contreras et le guitariste Abel Carlevaro, un des plus grands guitaristes classiques du XXe siècle. Et donc, il a eu plusieurs idées pour faire évoluer son instrument, Abel Carlevaro, et comme je l'ai dit en 1983, il s'associa au luthier Contreras et innova, présenta ses idées. Et donc, la particularité de ces guitares, c'est qu'elle n'a pas de rosace, ou alors, sur certains modèles, une rosace semi-ouverte, comme on peut le voir sur la photo de gauche, et elle ne présente pas d'éclisse au niveau des cordes de grave. C'est-à-dire que le corps, sur les côtés, ce qu'on appelle les éclisses, le corps est plat. Donc c'est une idée d'Abel Carlevaro pour améliorer la netteté, la clarté du son, la précision du son et établir un meilleur équilibre entre les fréquences basses et les fréquences aiguës.
Et aussi en 1964, la guitare à 10 cordes fait son apparition, née d'un partenariat entre Narciso Yepes et le luthier José Ramirez. Donc en fait, le principe de ces guitares-là, c'est de rajouter sur une guitare à 6 cordes 4 notes, enfin 4 cordes graves en plus. Donc de la corde la plus grave à la corde la plus aiguë, sol bémol, la bémol, si bémol et do. Donc Narciso Yepes se servait de cet instrument-là pour composer des arrangements aussi, et c'était aussi de sa volonté d'élargir la perspective sonore de la guitare acoustique, la guitare espagnole. Et donc c'est un instrument aussi qui a trouvé sa place dans la musique contemporaine, parce que les perspectives sonores étaient beaucoup plus riches, on pouvait faire des accords beaucoup plus riches, des lignes mélodiques aussi beaucoup plus riches. Et donc ça c'est l'avantage. Après l'inconvénient, c'est que le manche est vraiment très large, et contrairement à une guitare à 6 cordes, on ne peut pas, avec la main, on ne peut pas englober la totalité du manche. Donc c'est un instrument qui, à la main gauche, techniquement, demande énormément de précision et de difficulté aussi pour atteindre les cordes les plus basses. Donc, comme je le disais, c'est un instrument qui s'est assez développé dans la musique contemporaine. Donc, pour vous le montrer, je vais vous jouer une pièce de Maurice Ohana, compositeur, qui s'est intéressé également à la guitare à 10 cordes. Et il a composé une pièce notamment qui s'intitule Si le jour paraît. Je vais vous en jouer le tout dernier mouvement qui s'intitule Aube. Malheureusement, je n'ai pas de guitare à 10 cordes, donc je vais vous jouer un arrangement de ces mouvements-là pour guitare à 6 cordes.
maintenant, nous allons voir le rôle de la guitare acoustique, comment est-ce qu'elle s'est développée dans la musique d'ensemble. En fait, et ben, malgré les apports du luthier Antonio de Torres sur la projection du son de la guitare acoustique en son époque, ça reste un instrument qui a des faibles projections sonores comparé à d'autres instruments de musique, notamment les instruments à vent et surtout les instruments en cuivre. Donc son rôle n'a pas pu se développer dans les grands ensembles de musique, dans les grandes formations musicales. Elle s'est essentiellement développée dans les orchestres de musique de chambre, les duos par exemple guitare-flûte, guitare-violon, guitare-piano, quelques trios de ce même genre. Mais elle n'a pas pu, par exemple, avant l'invention du microphone, intégrer les orchestres symphoniques, par exemple. Donc nous verrons par la suite qu'au XXe siècle, des solutions ont été trouvées pour parer à ce problème de projection sonore, mais pour l'instant on va rester sur cette partie acoustique. Donc je pense que ça ne doit pas être considéré comme une réelle faiblesse de l'instrument, simplement que l'histoire a fait que cet instrument a évolué de cette façon et continue d'évoluer dans ce répertoire de musique de chambre. Et pour vous le montrer, nous allons vous interpréter avec Noël Grancet à la flûte la suite de Maximo Diego Pujol, le premier mouvement seulement Pompeia, qui a été composé par Maximo Diego Pujol en 1995. Donc, une pièce qui a maintenant 22 ans, ce qui est relativement récent.
métiers ont innové, des nouvelles technologies ont fait leur apparition au XXe siècle. Et donc, notamment en termes de projection sonore de la guitare. Donc, en fait, le problème a été résolu par l'électrification de l'instrument. On doit tout cela à un guitariste du nom de Georges Beauchamp qui jouait dans un ensemble de musique. Il faut savoir qu'à l'époque, le jazz se développe, les grands ensembles de jazz se développent. Et les instruments principaux dans le jazz, ce sont les cuivres, trompette, saxophone. Et par exemple, dans une formation comme un big band, la guitare se retrouve acoustique toute seule, se retrouve limitée à un rôle d'accompagnateur. Et encore en accompagnement, on n'arrive pas forcément à l'entendre. Et donc, il a eu l'idée de placer un microphone magnétique sous les cordes de cette guitare, donc un microphone qui fonctionne avec des aimants et d'une bobine de cuivre. Les aimants captent les vibrations des cordes, la bobine de cuivre permet de retranscrire en signal électrique et jusqu'à un amplificateur qui, par intermédiaire d'un haut-parleur, projette alors le son. Et on peut moduler le volume de sortie en fait, de cet amplificateur comme on le souhaite. Et donc il réalise quelques prototypes de ce genre-là, il s'associe à Adolf Rickenbacker et crée en 1931 la firme Rickenbacker qui existe aujourd'hui. Et le premier modèle de ce genre-là, dont on l'appelle la Rickenbacker ferait une patte de par sa forme, mais pour la frire, tout simplement. Et donc ça c'est en 1931. En 1933, la firme Rickenbacker décide d'appliquer ce même principe là, cette fois-ci une guitare espagnole, une guitare acoustique traditionnelle. Il baptise ce modèle d'Electro-Spanish pour montrer à quel point Antonio de Torres a influé sur tout ce qui est arrivé après ces innovations. Mais ce modèle-là, il n'a pas connu un réel succès parce qu'il était très encombrant, très peu confortable à jouer, ce qui fait que les musiciens l'ont un peu laissé de côté et ne s'en sont pas vraiment occupés. Voilà, la première guitare électrique, guitare espagnole électrique à connaître un réel succès, c'est la Gibson ES 150, donc ES toujours pour Electric Spanish. Et donc des guitaristes comme Eddie Durham, que l'on voit ici en haut, et Charlie Christian, que nous voyons ici en bas, ont été des pionniers dans le domaine du jazz. Ils ont été parmi les premiers guitaristes à servir de cet instrument et en ont fait un instrument soliste, c'est-à-dire que maintenant le volume sonore est suffisant pour réaliser avec des cuivres, avec des ensembles du jazz, musique très en vogue à l'époque et en plein développement. Et donc l'instrument, par notamment ces deux protagonistes, est rentré dans une nouvelle ère, c'est-à-dire que maintenant la guitare, dans les années 30, fin des années 30, est devenue un instrument soliste. Voilà. Donc, ce qu'on appelle aussi des chorus, c'est-à-dire que les autres instrumentistes du groupe jouent une grille harmonique et l'improvisateur réalise un chorus. Par-dessus, c'est accompagnement. Alors, dans les années 40, on se rendait compte que jouer à fort volume, ça produisait des larcènes, c'est-à-dire des sifflements désirés qui cassent souvent les oreilles. Je pense que ça, tous ici, on en a entendu. Et donc, parmi ceux qui sont penchés sur ce problème-là, il y a eu deux personnes principales dans l'histoire de la guitare. Donc, le premier, c'est Lester William Dollfus, qu'on connaît sous le nom de Les Paul, que l'on voit ici à droite. Lui, qu'est-ce qu'il a fait? Il a scié ses guitares acoustiques, ses guitares électriques à pièces de résonance en deux. Il a démonté toute son électronique, il a remonté sur une planche de bois plat et a collé les ailes de ses guitares restantes sur chaque extrémité de cette planche de bois. Comme on peut le voir ici à gauche, il a réalisé plusieurs prototypes de ce genre-là. Et malheureusement, à l'époque, aucun luthier ne voulait d'endorsement avec lui, de collaboration avec lui, parce qu'il était jugé un peu comme un utopiste, en fait.
Et donc ces prototypes n'ont pas connu tout de suite le succès qu'ils l'ont plus tard connu par la suite. Donc le deuxième outil à s'être penché sur la question, c'est Paul Bixby. Donc cette guitare que nous voyons ici date de 1947. Il l'a fabriquée à la demande du guitariste Merle Travis, que nous pouvons voir aussi, qui tient la guitare. Et donc, au début des années 50, donc de plus en plus de musiciens utilisent ce type de guitare, notamment des musiciens de rockabilly, de rock and roll, de country. En premier lieu, cet instrument va rencontrer un succès auprès de ces musiciens. Et au début des années 50, 1950. Pareil, pour être précis, Geo Fender fonde sa propre marque et réalise ce modèle que nous voyons tout à gauche, la Fender Telecaster, qui à la base s'appelait Fender Broadcaster. Et donc pour rivaliser en quelque sorte, Gibson, l'année suivante, 1952, invente la Gibson Les Paul. Ils acceptent finalement le partenariat avec le fameux Les Paul. Donc guitare qui est au milieu, on voit au milieu. En 1954, Fender sort la Stratocaster, le modèle Stratocaster. Donc ces trois modèles-là constituent les trois principales guitares électriques qui ont marqué l'histoire de cet instrument. Ce sont les trois premières. Donc ces guitares-là ont connu vraiment leur apogée fin des années 60, notamment par la façon dont l'utilisait Jimi Hendrix. Jimi Hendrix qui était largement reconnu comme l'un des principaux pionniers du rock et qui utilisait un modèle Stratocaster dans son travail au sein du Jimi Hendrix Experience de 66 à 70. Et donc il a utilisé cet instrument à la fois en accompagnement et en soliste de façon assez révolutionnaire à l'époque. On a fait un instrument totalement virtuose et on le reconnaît encore aujourd'hui pour son apport dans la musique. Il continue à influencer les musiciens de rock encore aujourd'hui. Voilà. Donc, pour terminer ce projet personnel, nous allons vous jouer un de ces morceaux phares qui s'intitule Voodoo Chain.
only sweet time. I give you up at one distance. I don't meet you no more in this world. No time on the dance floor. I don't believe. Vous avez pu entendre à la basse chanter au Castillo. On va à la flûte traversière Noël Grancet. Je tiens à remercier aussi certains professeurs qui m'ont aidé à concrétiser ce projet, notamment Laurent Jacquier, Béatrice Rotter, Vincent Dassonville, Monsieur Christophe Mauvais aussi, et puis j'ai oublié son nom. C'est pas grave, ça me reviendra peut-être. Je remercie aussi Michael et Nicolas au son et à la lumière. Anthony Ranal aussi. Merci. Voilà. Nous allons maintenant passer au projet personnel suivant, celui de Tu peux me Christine. Oui, tu peux mettre ça. Elisa, là, hop, on monte l'écran.